C'est avec une donnée fort intéressante que nous allons débuter ce podcast. Les gestionnaires de copropriété sont en effet un peu plus de 50% à avoir noté positivement leur bien-être au travail dans le cadre d'une enquête menée par l'ANGC. Avec moi au micro pour commenter ces résultats, Gilles Frémont, président de l'association. Bonjour Gilles Frémont. Bonjour Anne-Sandrine. Parlons de ce sondage de l'ANGC sur le bien-être des gestionnaires de copropriété au travail et surtout, si vous le voulez bien, on va commencer par donner les résultats. Oui, tout à fait. On a fait un sondage flash auprès des gestionnaires de copropriété sur notre groupe Facebook. On a eu 308 réponses, donc c'est pas mal. Et donc on leur a demandé de mettre une note sur 10 sur leur bien-être au travail. Tous critères confondus, collègues, direction, leur portefeuille, le bureau, l'entreprise, etc. Alors les notes, ça va de 0, la grosse boule au ventre, quand tu arrives au bureau le matin, à 10, la banane, voilà, quand tu arrives au bureau. Voilà. Okay. Alors en synthèse. Qui a la grosse boule au ventre? Voilà, alors en synthèse, on a 54% en gros qui se mettent une bonne note entre 7 et 10. Donc c'est quand même une majorité entre 7 et 10, donc plutôt bien, voire très bien. Mais on a aussi 17% qui se notent de 0 à 4. Voilà. Donc ça représente une part non négligeable quand même. Oui. C'est une part non négligeable. Alors j'aimerais aussi que et ça vous l'avez dit, mais ce sont des réponses qui ont été données par 308 gestionnaires de copro, donc c'est quand même pas mal, mais tous critères confondus. Donc on ne fait pas la distinction entre le type de portefeuille géré, la région d'exercice ou encore la position hiérarchique, c'est ça? Ouais. On n'a pas fait une enquête aussi poussée. On la fera peut-être tous les 2-3 ans, on fait un baromètre plus complet sur les gestionnaires. Mais là, c'était vraiment pour avoir une tendance, quoi. Mais bon, les principales raisons dans les commentaires qui ont été exprimées sous le sondage, parce qu'on a quand même demandé aux gens de mettre un peu leurs commentaires. Ce qui revient en premier lieu, c'est le management, des problèmes, les difficultés avec la hiérarchie. Donc là, on est vraiment sur des problèmes internes à l'entreprise, syndrome du petit chef. Oui. Et puis ça existe dans toutes les entreprises, pas seulement chez les syndics d'ailleurs. Donc ça, c'est un problème permanent, je dirais. Tout à fait, mais c'est assez nouveau, je dirais, dans l'administration de biens, qui historiquement est fait de toutes petites entreprises familiales. Il n'y a pas vraiment de notion de management quand on travaille en famille. Et la plupart des cabinets, beaucoup de cabinets sont des TPE, des toutes petites entreprises, donc il n'y a pas de notion de management. Ou alors on est direct le dirigeant et le personnel. Voilà, donc il n'y a pas de middle management, comme on dit. Oui, à ceci près que c'est ce que j'allais dire, à ceci près que énormément de TPE syndics sont rachetés par les groupes en ce moment. Oui, voilà. Donc les problèmes de management, les questions de management commencent à se poser à partir d'une certaine taille d'entreprise, où on a du middle management, donc des directeurs d'agence, des directeurs copropriété, directeurs de région, voilà, des strates de directeurs. Dans certaines boîtes, il y a beaucoup de directeurs. Et la question du management revient souvent. Dans les deuxièmes motifs de bien-être ou de mal-être, on a la taille des portefeuilles d'immeubles démesurés, c'est-à-dire on a trop d'immeubles, le gestionnaire a trop d'immeubles, 50 immeubles, 60 immeubles, sans assistant ou alors avec une assistante partagée. Voilà, donc un portefeuille qui n'est pas adapté, donc trop d'immeubles. Et puis des immeubles en plus sinistrés avec un portefeuille éventuellement un peu qui a été un peu laissé à l'abandon. Voilà. Et puis après, troisième cause qui revient, c'est l'agressivité ambiante des copropriétaires, les mails, cette agressivité, la lancinante, qui est pas forcément perceptible à l'œil nu comme ça, mais
mais des mails avec des sous-entendus, des petits sarcasmes, du monde en copie, des accusations, des formulations de politesse absente. Voilà. Et il y a une pression accrue, non seulement en raison du nombre, puisque maintenant on fait un mail comme je dirais, on change de chemise, mais en plus, est-ce qu'il y a une pression accrue sur les assistants du gestionnaire qui, eux, sont peut-être encore plus soumis au dictat du mail et du téléphone que le gestionnaire, qui peut être peut-être un peu protégé par son assistant, au fond? Pas vraiment. Non. Parce que ce soit l'assistant ou l'assistante ou le gestionnaire, on a tous des adresses mail dédiées, personnalisées. Donc on peut nous toucher directement. Il est vrai qu'avant, quand il n'y avait pas de mail, alors ça commence à remonter maintenant, on va dire il y a 20 ans, il y avait effectivement des filtres, puisque ça passait par le téléphone essentiellement. Donc il y avait le filtre, le barrage de la standardiste, le deuxième barrage de l'assistante ou de l'assistant, et en troisième lieu, le gestionnaire, qui était peut-être un petit peu plus préservé. Maintenant, avec le mail, notre boîte mail devient une plateforme de chat, de réclamation. On peut nous toucher n'importe quand, n'importe quelle heure, pour n'importe quel sujet. Et quand bien même les mails seraient correctement formulés, rien que le fait d'en avoir autant représente en soi une sorte d'agression, quoi. On a l'impression de se faire mitrailler, quoi. Oui. Et si je peux me permettre aussi, la société a évolué. Le filtre de l'éducation n'est plus réellement là non plus. Et les syndics sont aux premières loges pour le constater. Et effectivement, l'éducation en général, là c'est un autre sujet, mais c'est vrai que pour en revenir au mail, quand on les formulations, on va dire la retenue ou la modération qu'on met dans un courrier, on va pas la mettre, ou moins la mettre dans un mail qui s'est clairement transformé en chat, quoi. Et un chat, il n'y a plus de formulation, et puis c'est de l'écrit, parler, on comprend moins, voilà. Donc. Bon, mais alors si on revient aux chiffres, est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Moi, je le verrais plutôt à moitié plein, peut-être parce que je suis de nature optimiste, peut-être aussi parce que ça vient quand même un peu contredire un discours général des syndics eux-mêmes, qui, on va pas se cacher, se plaignent beaucoup, moi le premier, mais ça permet quand même d'avoir rétablir une certaine vérité, et que finalement les gestionnaires, même si les conditions de travail, l'environnement ou le métier en lui-même est dur, il faut pas non plus généraliser, pas non plus exagérer. Encore une fois, ça dépend des cabinets. Je pense, mais globalement, on voit bien que 54% se mettent une note entre 7 et 10. Donc, moi, c'est surtout, c'est d'abord ça que je retiens, que je veux retenir aussi. Mais on regarde aussi le chiffre de 17%, c'est presque 20% de gens qui se mettent entre 0 et 4. Donc, faut regarder les deux. Les deux. En tout cas, le chiffre positif du bien-être des gestionnaires de copro est cohérent avec votre hashtag « Faisons de la copro ». Oui, syndic, c'est un chouette métier. Oui. Oui. Et puis après, on sera jamais à 100% de personnes qui sont bien dans leur cabinet, parce que des fois, c'est pas le problème du cabinet. Des fois, c'est la personne elle-même qui n'a pas le tempérament ou le profil pour se fondre dans ce cabinet-là, et qui sera peut-être mieux dans une autre entreprise, alors que l'autre entreprise n'offrait pas forcément plus d'avantages. Des fois, c'est aussi une question de feeling, de caractère, de compatibilité d'humeur avec son binôme, son binôme des fois. Donc c'est très... oui, ça c'est le il y a marché énormément du d'humains.
il y a énormément d'humains. Donc, tout n'est pas aussi simple, ou tout blanc ou tout noir, quoi. Oui. On peut en venir aux recommandations. Alors, première question, quelles recommandations vous feriez à ceux qui ne sont pas forcément très heureux dans leur cabinet ou dans leur poste? Et puis aussi, quelles recommandations faire aux entrepreneurs syndics pour améliorer le bien-être de leurs troupes au sein des cabinets? Recommandations pour les collaborateurs, c'est évidemment ne pas hésiter à changer de cabinet, sans non plus se dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en tout cas, on est sur un marché privé, Oui. c'est des porteurs et privés. On peut changer. Il y a pas de chômage dans notre activité. Il y a plus d'offres d'emploi que de demandes, donc faut pas hésiter à changer. Mais il faut quand même aussi savoir rester un peu stable, fidèle vis-à-vis de son entreprise, parce que quand on change tous les 18 mois sur un CV, on est vite grillé sur le marché. Voilà. Oui. Mais il faut quand même essayer à tout le moins de trouver chaussures à son pied. Et il y a 5000 syndics en France. Je pense qu'on peut trouver chaussures à son pied. Après, la recommandation pour les managers et les dirigeants et les entreprises. Quand on regarde les 3 motifs, on va dire de mal-être, on peut agir sur 3 leviers. Le premier, c'est donc le management, l'organisation des services et la formation des managers. Et on constate que dans un certain nombre d'entreprises, on a des promotions bouche-trou, des gestionnaires qui vont devenir directeurs peut-être trop vite parce que il faut combler le trou sans qu'ils aient été préalablement formés ou sans que leurs compétences managériales humaines, on va dire leur qualité humaine, d'organisation, d'empathie, de rigueur aient été vérifiées. Et en tout cas sans formation, qu'on bombardait, peut-être aussi trop jeune. On dit qu'il faut au moins 7 ans quand même pour être directeur copro. Il faut aussi avoir une certaine maturité, mais il y a surtout une formation. La formation, on la suit sur le juridique, sur le technique, un peu sur la compta, mais il y a aussi la formation au management. Et encore une fois, c'est une culture dans l'administration de biens qu'il faut qu'on apprenne parce que c'est pas forcément dans notre ADN d'administrateur de biens, de petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est le premier point, la formation des managers et l'organisation des services, évidemment, avoir des équipes resserrées avec on parle du trinôme, comptable, assistant, gestionnaire, ou du binôme, simplement gestionnaire, assistant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même conserver, même si on peut imaginer d'autres organisations. Globalement, c'est quand même comme ça tout le monde fonctionne. Il ne faut pas le casser ou vouloir faire la révolution tous les 4 matins. On a hérité de cette organisation. Elle s'est faite naturellement. Il faut la conserver. On peut la retoucher, mais il faut quand même la conserver. Après, le poids des portefeuilles. Si on veut alléger les portefeuilles, il n'y a qu'une seule solution, c'est revaloriser les honoraires. Si on veut qu'une équipe, qu'un gestionnaire gère 30, 35 immeubles et soit à l'aise, soit serein, et serein pour gérer des mails. Vous voyez, c'est quand on reçoit 100 mails, c'est pas pareil que quand on en reçoit 30, même si les 30 restent agressifs, on en reçoit quand même moins, on peut faire face plus facilement parce que on n'est pas sous pression, on n'est pas constamment dans l'urgence, on peut anticiper, prendre son temps. Donc ça passe par la revalorisation des honoraires et des honoraires de base, annuels, forfaitaires, pas des honoraires annexes, qui doivent pas, qui devraient pas. Qui ne devrait pas dépasser 15 ou 20% du chiffre d'affaires, selon moi. Donc on parle bien des honoraires de base qu'il faudrait presque doubler dans certains cabinets, dans certaines villes. Et puis la dernière préconisation, c'est la formation, on en revient à la formation et la qualification des gestionnaires eux-mêmes. Balancer un gestionnaire junior sur un portefeuille sans formation, c'est suicidaire. Et puis quelle formation? Un BTS profession immobilière, c'est évidemment insuffisant pour être un gestionnaire. C'est bien pour démarrer comme assistant, on se fait les dents pendant 3-4 ans, et puis après on peut passer gestionnaire. Les clercs de notaire, je vous donne un exemple, pour être clerc de notaire, il faut un bac+4. Pour être gestionnaire copropriété
oui, c'est la même chose. Délégué du syndic, il faudrait un bac+4 aussi. Mais oui. On attend depuis 10 ans un décret d'application de la loi Allure de 2014 sur la qualification des collaborateurs. On l'attend depuis 10 ans à l'article 4 de la loi Hoguet et il n'a toujours pas été pris. C'est pas normal. C'est un signe aussi de mépris des pouvoirs publics vis-à-vis de notre profession qui finalement n'est pas reconnue. Alors que dans le même temps, on accroît toujours plus le nombre d'obligations et de diligences à effectuer. Pour nous en coller, oui. Ça, il n'y aura jamais de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Après... le syndic est généraliste. Il est à dominante juridique, mais il est aussi, il a des compétences techniques dans le bâtiment, sur la compta, sur le relationnel. C'est ça aussi qui fait l'extrême richesse de ce métier. Mais il faut d'abord avoir de bonnes bases de connaissances, une formation initiale, et puis après, tout au long de sa carrière, continuer de se former via la formation continue, qui est obligatoire, je le rappelle, c'est 14 heures par an, qu'il faut impérativement faire, parce que tout le monde ne le fait pas forcément, et la formation, ça c'est quelque chose de primordial, d'autant plus avec les lois qui s'accumulent, qui s'enchaînent, qui ne sont pas toujours correctement rédigées, qui nécessitent de vraies formations et surtout de l'assimilation, de la mise en pratique et donc du temps. Donc c'est ces trois leviers sur lesquels il faut travailler. Et la formation, c'est aussi la formation sur les compétences relationnelles. Apprendre à prendre la parole en public, apprendre à gérer la pression, apprendre à organiser sa journée de travail. On en revient au mail. L'agressivité de quelqu'un, voir sa toxicité, oui. Voilà. Tout ce qui existe dans la copro. Il faut trouver le temps de faire toutes ces formations quand on a tous ces immeubles à gérer. Mais en conclusion, il y a des solutions, bien sûr, qui sont là, je viens de les donner. Elles sont claires et nettes. Donc tout repose ensuite sur la volonté de l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut faire de la qualité ? Est-ce qu'il veut faire du volume ? Est-ce qu'il veut recruter du personnel qualifié, bien payé ? Est-ce qu'il veut des honoraires valorisés ou est-ce qu'il veut faire du low cost ? Voilà, c'est une question de choix. Mais une fois qu'on a choisi, après, il ne faut pas se plaindre. Voilà. Et je retiens quand même cette bonne note du bien-être des gestionnaires de copro au travail, puisque un peu plus de 50%, c'est vraiment déjà très très bien. Ça détruit aussi quelques idées reçues, donc c'est intéressant. Et merci d'avoir mené ce sondage à la NGC. Encore merci d'être venu nous présenter ce sondage, Gilles Frémont, et puis je suis persuadée qu'on se retrouvera très bientôt. Merci Anne-Sandrine.